Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Boko Haram continue de frapper les pays frontaliers du Nigeria. Après un week-end meurtrier au Tchad et au Niger, le Cameroun est pour la première fois touché à son tour par un attentat suicide qui a fait au moins 13 morts. Face à la recrudescence des attaques du groupe islamiste, le président nigérian limoge tous les chefs de son armée. À une semaine tout juste du début du procès historique d'Hissène Habré, les principaux protagonistes arrivent à Dakar. L'ancien président tchadien sera jugé pour crime contre l'humanité dès le 20 juillet au Sénégal. Vous entendrez le président de l'association des victimes, lui-même torturé, qui réclame une justice équitable pour tous les Tchadiens et pour l'histoire. Mais qu'est-ce qui fait courir les collectionneurs d'art africains? Une nouvelle vente record a été conclue à Paris. Qu'est-ce qui plaît tant dans ces reliquaires fonds, ces masques sénoufo ou autres statuettes yoruba? Reportage à la fin de cette édition. C'est donc une première sur le sol camerounais, une attaque suicide attribuée à Boko Haram, un double attentat commis par deux femmes kamikazes à Fotokol dans l'extrême nord du Cameroun, tout près de la frontière avec le Tchad et le Nigeria. Il y aurait au total au moins 13 morts, dont un soldat tchadien. D'autres soldats camerounais et tchadiens qui combattent ensemble Boko Haram ont également été blessés. S'agit-il le premier d'une longue série d'attentats? C'est ce qui inquiète une partie de la population au Cameroun. Écoutez ces réactions. Il faut qu'on applique les lois et que les lois doivent être strictes, qu'on s'en fout de la religion. Parce que c'est pour la sécurité nationale. Il faut qu'on mette la sécurité à tous les niveaux. Peu importe, même si c'est pour pouvoir arrêter ce phénomène. Je voudrais vraiment que le gouvernement prenne cette situation en main et qu'ils interdisent ça également dans la ville de Douala, que ces femmes-là ne doivent plus marcher avec les voiles. Elles doivent montrer leur visage. C'est juste un attentat. Juste pour faire peur aux Camerounais. Mais je ne crois pas que ça peut arriver à Douala. Des attentats lâches et odieux, selon le président camerounais Paul Biya, qui a ordonné un renforcement de la sécurité aux frontières. Et les autorités du Cameroun qui dénoncent une guerre inégale livrée par les combattants de Boko Haram. Écoutez. Il livre à l'armée camerounaise une guerre asymétrique. Elle est asymétrique d'autant plus que pendant que l'armée camerounaise, on voit nos militaires dans leur équipement, dans leur tenue, prêts à livrer bataille. Pendant que eux, c'est des enfants qu'ils arment, c'est des femmes qu'ils arment pour venir donc de manière ponctuelle vers des attroupements où il y a des hommes et des femmes, soit en train de prier, soit en train de vaquer à leurs occupations, et puis ils perpétuent donc leur agression. J'ai parlé avec le gouverneur, il est investi de tous les pouvoirs pour prendre les mesures idoines, lui permettant donc de faire face à toute éventualité. Des propos recueillis juste avant ce journal par Bangali Touré. Une attaque qui intervient au lendemain d'un assaut des islamistes contre la prison de Difa dans le sud du Niger et 2 jours après l'attentat suicide dans un marché très fréquenté de N'Djamena au Tchad. Une attaque perpétrée par un homme qui portait une burqa. Le Premier ministre tchadien rappelait aujourd'hui les mesures prises pour renforcer la sécurité, dont certaines font polémique, comme l'obligation de renouveler ses pièces d'identité. On écoute le Premier ministre. Le passeport et la carte d'identité nationale du Tchad sont entre les mains des terroristes aujourd'hui, les étrangers, ce qui met notre pays en danger, en insécurité. Ni la carte d'identité nationale du Tchad, ni le passeport n'est sécurisé, n'est biométrique. C'est un badge comme tous les autres badges que vous voyez sur la poitrine des gens. C'est un badge. Ce n'est pas sécurisé. Et le président du Nigeria, en fonction depuis 1 mois et demi, a quant à lui annoncé le limogeage de tous les chefs de son armée. Une mesure qui était largement attendue. Mamadou Bouhari, qui a fait de la lutte contre Boko Haram sa priorité, se devait de réagir après la recrudescence de ces attaques. Depuis son investiture, fin mai, plus de 500 personnes ont été tuées dans des attaques attribuées à Boko Haram. On va prendre la direction du Sénégal à présent. Les représentants des quelques 4000 victimes sont arrivés à Dakar pour un procès historique et hors norme, celui de l'ancien président tchadien poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. C'est dans une semaine, tout juste le 20 juillet, qu'il doit débuter au Sénégal. Hissène Habré a déjà annoncé qu'il boycotterait son procès. Notre correspondante à Dakar, Sarah Sako, a rencontré le président de l'association des victimes, lui-même arrêté et torturé par la police politique en 1988. Oh, les conditions de détention étaient horribles, encore pour moi qui étais déjà malade, qui devait repartir à l'hôpital le lendemain. Ils m'ont abandonné à mort.
Et sur les champs, j'étais atteint de l'édème, du palu, mon opération coulait du pus, du sang, et sans nourriture, avec le piqûre de moustique, c'était horrible pour moi. Les 6 premiers mois, vraiment c'était difficile. Et pourtant, ils m'ont d'abord rossé avec les crosses, et ils savaient que j'étais malade, et ils m'ont abandonné à mort. Ils savaient que d'un moment à l'autre, je devais mourir. J'avais toujours prié à mon Dieu de me préserver cette vie, mais je ne laisserai pas passer sous silence cette situation. Effectivement, Dieu a exaucé ma prière, c'est pourquoi nous sommes parvenus là aujourd'hui. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture d'un procès pour la tenue duquel vous vous êtes battu pendant donc près de 25 ans. Qu'attendez-vous aujourd'hui de ce procès? J'attends de ce procès un jugement, une justice équitable, et pour l'accusé et pour nous les victimes. Et aussi, j'attends de ce procès un effet pédagogique pour le Tchad et pour toute l'Afrique. Des propos recueillis par Sarah Sacco. L'actualité, en bref, dans le reste du continent, c'est un revers pour les autorités de la transition au Burkina Faso. La Cour de justice de la CEDEAO a invalidé le nouveau code électoral qui interdit aux fidèles du président déchu Blaise Compaoré de concourir à la présidentielle du mois d'octobre. La justice ouest-africaine ordonne donc à Ouagadougou de modifier ce texte. Un texte qui, en l'état, rend inéligible toute personne ayant soutenu le projet de modification de la constitution de l'ancien président. Un projet qui avait conduit à sa chute. On pourrait plutôt parler de monologue. C'est sans l'opposition que le dialogue national a démarré ce lundi au Congo-Brazzaville. Il s'agit de débattre de l'avenir des institutions et de l'organisation des futures élections. Mais l'opposition soupçonne le président Sassou Nguesso de vouloir modifier lui aussi la Constitution pour tenter de se représenter en 2016. Au sein même de la majorité au pouvoir, certaines voix discordantes se font entendre. Sa capture est aussi importante pour nous que celle d'Oussama Ben Laden pour les États-Unis. Déclaration du chef de la police ougandaise qui a exhibé son prisonnier, le chef des ADF, les forces démocratiques alliées, le groupe rebelle responsable de tueries en Ouganda mais aussi dans la région de Beni, dans l'est du Congo. 3 mois après son arrestation en Tanzanie, l'Ougandais Jamil Mukulu a été extradé vers son pays d'origine où il sera jugé. Et puis au Maroc, les 2 jeunes femmes arrêtées parce qu'elles portaient des robes trop courtes, jugées provocantes, ont été innocentées ce lundi par un tribunal d'Agadir dans le sud du pays. Leur affaire avait suscité une vague d'indignation au Maroc, mais aussi à l'étranger. Elles étaient poursuivies pour outrage à la pudeur. On va parler à présent du succès grandissant de l'art africain. Les ventes aux enchères atteignent des records comme celle de ce reliquaire fond vendu récemment pour 5 millions d'euros chez Christie's. De New York à Shanghai, de Kinshasa à Paris, quel est le secret de ce boom universel? Pour le comprendre, Aminata Yad a rencontré un collectionneur et un marchand d'art. Reportage. L'inspection commence. À la loupe, Didier scrute chaque détail de cette pièce rare. Un reliquaire de l'ethnie Mahongoué du Gabon. Cette statuette du XXe siècle décorait les paniers contenant les restes mortuaires des chefs traditionnels. Sa taille variait en fonction de l'importance du défunt. Ce qu'on retrouve, c'est que c'est un objet en bois qui est complètement recouvert de lamelles de cuivre sur une base d'un visage qui, pour moi, est la plus belle réalisation du visage humain dans l'art africain. Didier baigne dans l'art depuis l'âge de 7 ans. Son père, chercheur d'œuvres d'art, lui a transmis sa passion et de solides méthodes de travail. Je vais regarder tous les exemples similaires, c'est-à-dire les objets qui sont d'un même type, pour essayer un peu de le comparer un peu aux autres qui appartiennent parfois à des grandes collections privées ou divers musées. Lui, c'est l'art classique africain avant tout, celui qui a inspiré l'art moderne et contemporain. Un art ancestral créé dans un but rituel, à ne surtout pas confondre avec l'artisanat bon marché. Aujourd'hui, à 39 ans, Didier est fier d'être l'un des seuls collectionneurs noirs dans son domaine. Il y a un peu moins de 20 ans, je rencontrais un très très grand marchand à l'époque qui s'appelait Philippe Guignot, qui me disait « Mon vieux, pour commencer ce métier et pour le faire bien, tu devrais avoir $1 million pour voir un vrai stock. » Et aujourd'hui, on se rend compte qu'1 million, aujourd'hui, c'est le prix d'une seule œuvre exceptionnelle. On est passé à l'art du souvenir au 19e, à aujourd'hui vraiment un objet d'art de collection. Et les prix atteignent des sommets, comme dans cette célèbre maison d'enchères, où le quota de la collection William Rubin a été vendu à plus de 5 millions d'euros.
Un record pour le marché de l'art africain. Il faut savoir que dans le domaine de l'art contemporain, quelques millions d'euros, c'est souvent pour des œuvres modestes. Sur le marché de l'art africain et océanien, quelques millions d'euros vous donnent accès à des chefs-d'œuvre. L'art africain fait aujourd'hui partie des grands arts, des grandes cultures qui sont reconnues comme des patrimoines de l'humanité. Les arts d'Afrique ont fait leur entrée au début des années 90 dans les musées français. Comme ici, au Quai Branly. 8900 pièces authentiques séduisent tous les jours les visiteurs. Et on termine avec le décès de l'un des plus grands auteurs zimbabwéens traduit dans une dizaine de langues. Cheiron Hove était ce qu'on appelle un écrivain engagé, auteur du roman à succès Bones, Ossuaire en français. Il aura combattu toute sa vie la dictature du président zimbabwéen Robert Mugabe. Grand voyageur, il aurait pu vivre dans une yourte mongole ou dans un tipi indien, mais c'est en Norvège où il avait finalement trouvé refuge. Poète et journaliste, il avait créé l'une des associations des droits de l'homme les plus actives dans le pays. Il s'est éteint à l'âge de 59 ans des suites d'une longue maladie. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'information continue tout de suite sur France 24.